Il a longtemps détourné le regard. Mais ce jour-là, il a vu ce que plus personne ne pouvait cacher. Et il a juré de ne plus jamais se taire. Ce matin-là, dans la salle d'audience silencieuse du tribunal de Briarstone, un murmure parcourut l'assemblée, alors qu'une fillette de 8 ans s'avança vers la barre des témoins. Sa robe bleue flottait à chaque pas. Les avocats chuchotaient entre eux, intrigués. Le juge Delorme, un homme imposant au regard dur, la scruta avec un rictus condescendant. « Je peux lire les pensées », déclara calmement la petite. Un éclat de rire sec et moqueur s'éleva du juge. Jusqu'à ce qu'elle murmure, de cette voix calme mais tranchante, « Je sais ce que vous avez fait à la femme enterrée sous le vieux tilleul. » La pièce bascula. L'air sembla soudain plus dense. Avant d'aller plus loin, que feriez-vous si un enfant révélait un crime ancien en plein tribunal? Restez avec nous, car ce que vous allez entendre va tout changer. Naya Delcourt n'était pas une enfant ordinaire. Du haut de ses 8 ans, elle portait un don que sa grand-mère appelait la vision. Des éclairs de vérité, des souvenirs d'autres, des scènes qu'elle ne pouvait pas avoir vues. Et pourtant, elle les savait. Sa grand-mère, Yvette, avait reconnu cette chose-là, transmise dans leur lignée comme un feu qu'on ne choisit pas, mais qu'on porte. Dans leur petite maison en bois du quartier de Rouvray, à l'écart du centre-ville, les murs transpiraient les souvenirs. Et les luttes. Yvette faisait des ménages la journée et assurait l'entretien de l'hôpital la nuit. Elle élevait Naya seule depuis que sa fille, la mère de Naya, était partie trop jeune. À l'école, les enfants la fuyaient. « La petite sorcière », disait-il. Mais elle s'en moquait. Naya savait déjà qu'elle n'avait pas été envoyée ici pour jouer à la marelle. Tout a changé le jour où elles ont reçu une lettre d'expulsion. Le propriétaire des lieux, un certain Adrien Melchior, héritier d'un empire immobilier, avait triplé le loyer du jour au lendemain. Aucune raison, aucun préavis, juste un mot glissé sous la porte. Réajustement selon le marché. Yvette avait froncé les sourcils en lisant. « Ils veulent nous faire partir, comme les autres. » Naya avait hoché la tête. « Ils ne peuvent pas nous prendre la maison de maman. » Yvette s'était levée brusquement. « Ton arrière-grand-père a posé chaque brique de ce perron, et tant que je respire, ils ne nous chasseront pas. » Elles se sont rendues au bureau d'aide juridique du quartier Nord. Là, elles ont rencontré Maître Diagne, une jeune avocate combative qui n'avait pas peur des dossiers impossibles. Ils n'ont pas respecté la loi, dit-elle, et vu l'état du logement, on peut les attaquer pour insalubrité. Mais quelque chose en Naya se mit à vibrer. Cette nuit-là, elle rêva du tilleul, d'un cri, de terre remuée, de sang, et d'un nom gravé en écho dans sa tête, Delorme. « Qui est le juge ?» demanda-t-elle au petit déjeuner. Yvette haussa les épaules. « On ne le saura que demain, ma chérie. » Mais Naya, elle, savait déjà. Le lendemain, le tribunal ressemblait à une forteresse. Colonnes blanches, escaliers larges, visages fermés. À l'intérieur, des regards froids. Des portraits de juges blancs, sans un seul visage noir, couvraient les murs. Et là, dans la salle C, elles l'ont vu. Le juge Étienne Delorme. Celui des visions. Le silence s'est installé, lourd, oppressant. Maître Diagne a commencé à plaider. Dossier en main, preuve à l'appui, photo de moisissure, courrier sans réponse. Mais le juge, lui, feuilletait distraitement, l'air agacé. « Aucune preuve formelle dans le dossier, » marmonna-t-il. « Elles ont été déposées hier auprès du greffe, » protesta l'avocate. Delorme secoua la tête. « Pas dans mon dossier. Sans preuve, je vais devoir statuer contre. » Naya sentit une chaleur dans son crâne, une brûlure familière. Les images arrivèrent en flot, la nuit. Le tilleul, une femme en pleurs, et ce juge, plus jeune, en train de creuser. Elle n'en pouvait plus. Elle se leva. « Je dois parler. » La salle entière se figea. L'avocate tenta de la retenir, mais Naya avança. Droite, calme, féroce. « Je peux lire vos pensées, monsieur le juge, et je sais ce que vous avez fait à Élise Montbrun, la journaliste disparue en 2002, sous le tilleul, rue du Vieux Moulin. » Le rire cruel de Delorme s'éteignit d'un coup. Sa main se crispa sur son marteau. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Elle avait un pendentif en forme de lune. Vous l'avez gardé. Il est caché sous votre tiroir secret à la maison. Vous l'avez frappé avec une pelle. Vous avez jeté son téléphone dans le fleuve. Des murmures envahirent la salle. Un greffier recula, choqué. Une femme à l'arrière se mit à pleurer. « Élise, c'était ma sœur. Elle n'est jamais partie.
Elle avait peur de quelqu'un. Elle enquêtait. Le juge se leva d'un bond. Ce tribunal est suspendu. Sortez cette gamine! Mais c'était trop tard. Le silence était brisé. La vérité venait de naître. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. Il a fallu moins de 3 minutes pour que le chaos éclate. Une enfant noire, 8 ans, venait d'accuser un juge blanc respecté d'un meurtre enfoui depuis plus de 20 ans. Et elle n'avait pas seulement accusé. Elle avait décrit l'endroit, l'arme, les derniers mots. Des détails que personne, à part le tueur ou la victime, ne pouvait connaître. Dans la voiture, en repartant du tribunal, Yvette tenait Naya contre elle, comme si elle pouvait la protéger de tout ça juste avec son étreinte. Maître Diagne, au volant, avait le regard tendu. « Vous avez brisé un mur aujourd'hui, dit-elle, mais ce mur va tenter de vous écraser. » Et elle avait raison. Le soir même, le téléphone sonnait sans arrêt. Numéros anonymes, messages menaçants. « Faites taire cette petite. » Vous allez le regretter. Le lendemain, c'était le gaz coupé. Puis, l'électricité. Puis un avis d'intervention sociale. Une enquête allait être ouverte sur les conditions de vie de Naya. Et pendant ce temps, à quelques rues de là, dans un petit bureau éclairé par une lampe fatiguée, le commandant Malik Kenza, un policier marginalisé au sein de sa propre brigade, relisait un vieux dossier oublié. La disparition d'Élise Montbrun. Disparue du jour au lendemain. Journaliste. Enquête en cours sur les décisions du parquet, classée sans suite en 72 heures. Il se souvenait de l'ambiance à l'époque, des regards évités, des murmures, et du nom du procureur en charge à l'époque, Étienne Delorme. Ce soir-là, Yvette reçut un appel. « Si vous voulez garder votre petite fille, signez cette déclaration disant qu'elle a tout inventé, qu'elle est malade. » C'était la voix froide d'un avocat représentant Adrien Melchior, le propriétaire. Elle raccrocha. Mais le lendemain matin, un SUV noir aux vitres fumées était garé devant chez elle. Il ne partit pas de toute la journée. Naya ne parlait plus. Les visions s'intensifiaient. Elle voyait la rivière, elle voyait la terre, et un vieux monsieur, une cabane au bord de l'eau. Il était là. Il a vu, dit-elle à voix basse. Il a vu le juge, mais il avait peur. Il est encore vivant. Il s'appelle Monsieur Théo. Maître Diagne nota tout. Et le commandant Kenza, qui avait discrètement commencé à les surveiller pour les protéger, retrouva la fameuse cabane. À l'intérieur, un vieil homme malade, qui montra dans son vieux carnet de pêche une plaque d'immatriculation griffonnée, datée du 23 août 2002. Je savais que ça reviendrait. Mais à l'époque, c'était lui ou moi. Le lendemain, un incendie éclata dans les archives du tribunal. Les dossiers de 2000 à 2004, partis en fumée. Mais il était trop tard. Le juge avait éveillé la bête. Des journalistes indépendants s'emparaient de l'affaire. Une journaliste nommée Leila Djemila, réputée pour ses enquêtes sur la corruption judiciaire, publia un article explosif intitulé « Une fillette de 8 ans met à genoux le pouvoir ». Les soutiens affluèrent, des gens de tout le quartier, d'anciens justiciables brimés par Delorme, des familles expulsées, des anonymes qui, pour la première fois, se mirent à parler. Et le parquet fut contraint d'ouvrir une enquête. La tombe fut retrouvée, sous le vieux tilleul, là où Naya l'avait dit. Le corps d'Élise Montbrun, son bracelet lunaire, son badge de presse, et dans la maison du juge, sous le tiroir secret, le pendentif. Delorme fut arrêté en silence, un matin gris, cravate tordue, regard perdu. Sa carrière pulvérisée par une fillette qu'il n'avait même pas daigné regarder. Mais ce n'était que le début, parce que sous les gravats de cette affaire se cachaient d'autres injustices, d'autres mensonges. Et Naya avait encore des choses à dire. Le corps d'Élise Montbrun avait été retrouvé. Et avec lui, tout un système venait de s'effondrer. Mais la vérité n'était pas encore complète. Le juge Étienne Delorme, incarcéré à titre provisoire, refusait de parler. Muet, imperturbable, comme si, malgré les preuves, malgré les témoins, il croyait encore qu'il s'en sortirait. Mais une chose l'inquiétait plus que tout. Pas la presse, pas les juges. Naya, cet enfant qu'il n'avait pas su museler. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans un motel discret à la frontière du département, Yvette préparait une tisane.
Naya ne dormait plus. Ses visions revenaient, plus intenses, plus précises. Elle voyait des papiers, sous des lattes de bois, une maison au bord d'un lac, un parquet qui craque. Il a caché des preuves là-bas, mamie. Des dossiers, des noms, des vies volées. Maître Diagne alerta les enquêteurs fédéraux. Et au petit matin, sous un plancher mal fixé de la résidence secondaire du juge Delorme, ils découvrirent une malle métallique. Des dossiers, des photos, des copies de pièces à conviction perdues. Des preuves qui auraient pu sauver des dizaines de personnes condamnées à tort. L'affaire changea de dimension. Ce n'était plus seulement une histoire de meurtre, c'était une conspiration judiciaire. Delorme n'agissait pas seul. Des agents immobiliers, des magistrats, des policiers, tous liés par une mécanique bien huilée. Expulser, condamner, faire taire. Et tout cela, mis au jour par une enfant. Le procès fut historique. Naya Delcourt fut appelée à la barre. Elle avait grandi, même si elle n'avait que 9 ans. Sa voix portait loin. Elle décrivit ses visions, sans détour, sans peur. Et quand la défense tenta de l'attaquer, de l'accuser de mensonge, elle le regarda droit dans les yeux. « Je ne suis pas venu ici pour vous convaincre. Je suis venu ici pour que les morts reposent enfin. » Dans la salle, un silence religieux. Puis un souffle. Un frisson. Les jurés ne mirent que quelques heures à délibérer. Coupable, sur toute la ligne. Meurtre, détournement de preuves, discrimination systémique, condamné à perpétuité sans possibilité de libération. Mais surtout, cette affaire déclencha un tsunami. Les condamnations signées par Delorme furent réexaminées une par une. Des familles entières, ruinées, expulsées, virent enfin la lumière. Une loi fut adoptée, imposant des commissions indépendantes de surveillance judiciaire dans tout le pays. Et à Rouvray, le vieux tribunal fut fermé. À sa place, un nouveau bâtiment vit le jour, Centre de vérité Élise Montbrun, un lieu de mémoire, de justice, de transmission. Et Naya? Elle continua à voir, moins souvent, mais toujours avec justesse. Elle reçut des lettres du monde entier, des enfants qui avaient été moqués pour être différents, des mères seules, des journalistes bâillonnés. Mais elle ne chercha jamais la gloire. La vérité, dit-elle, n'a pas besoin d'être applaudie. Elle a juste besoin d'être entendue. 1 an plus tard, un petit mémorial fut inauguré sous le vieux tilleul, là où tout avait commencé. Sur une plaque, on pouvait lire « À Élise Montbrun, qui n'a jamais cessé de dire la vérité » et à Naya Delcourt, qui l'a enfin libérée. Et toi? Que ferais-tu si tu avais le pouvoir de voir ce que les autres cachent? Aurais-tu le courage de briser le silence, même si cela te mettait en danger? Dis-le-moi en commentaire. Si tu crois que tu parlerais, 2. Si la peur te ferait hésiter. Like cette vidéo si tu crois que la vérité finit toujours par sortir. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour d'autres récits puissants, vrais, qui font bouger les lignes. Merci d'avoir écouté l'histoire de Naya. Souviens-toi, il suffit d'une seule voix pour changer tout un système.